Le 9 janvier, bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire FPV, une discipline hors norme. Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs voeux. Et Philippe Boyadjis, notre président, va pouvoir vous les souhaiter juste après également. Alors, petit programme que nous vous avons préparé. Donc, comme je disais, Philippe va ouvrir le webinaire. Ensuite, il abordera la partie FPV et réglementation. Ensuite, nous accueillerons Joël Eledge en tant que producteur de films pour nous parler de l'évolution des besoins audiovisuels jusqu'à l'arrivée du FPV. Ensuite, Florian Van Kranenbroek nous présentera des solutions matérielles FPV. Nous continuerons avec Jonathan Maurice sur la partie pilotage, puis nous terminerons la partie technique, on va dire, avec Patrice Rosier de Reflet du Monde, qui présentera la partie formation. Et enfin, je conclurai ce webinaire et nous aurons l'occasion de répondre également à vos questions. Alors, avant d'attaquer, page de réclame sur tous les événements que nous mettons en place. Donc, le prochain, en février, prochain webinaire à venir sur l'innovation, la France, fleuron de la technologie drone. Et ensuite, on déroule tous les mois. Au mois de mars, focus sur la pulvérisation en agriculture. En avril, modélisation 3D en BTP. Et en mai, l'art de faire les déclarations de vol. Voilà, Philippe, président de la FPDC et vice-président de Jeddah, je te propose de prendre la main par une introduction de bonne année et d'enchaîner sur la réglementation. À toi, Philippe. Bonsoir à tout le monde. Donc, Philippe Boyadjis, président de la FPDC. Très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire de l'année. L'année 2023, une année qui devrait être encore une fois riche en événements pour la filière. Riche en événements notamment à cause de la réglementation, mais pas que. Parce que toutes nos activités évoluent, les activités des constructeurs aussi, avec de nouveaux drones qui sortent. Donc, beaucoup de sujets pour cette année. Et comme vous le voyez, les webinaires qu'initie et qu'organise Henri Geoffroy, que je félicite encore pour la régularité de cette action, parce que nous présenter un webinaire par mois, c'est une vraie performance. Donc, merci beaucoup Henri et merci à Jérôme pour l'assistance à la communication sur ces webinaires. Donc, l'objectif et le thème de ces webinaires, c'est, comme vous le voyez, c'est promouvoir la filière. Ce soir, c'est promouvoir le FPV, qui est une activité à part entière, une activité professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on vend des prestations FPV. Et l'objectif de la fédération est d'être à votre écoute sur les problématiques éventuelles qui peuvent se poser et les problématiques en matière de réglementation. Alors, vous pouvez me dire, la réglementation européenne, c'est plié, c'est terminé. Pas du tout, puisque la Commission européenne a redit au mois de décembre qu'elle était prête à revoir sa copie, donc à revoir sa copie, y compris sur la réglementation de base. Et également, on a beaucoup de modalités d'application qui ne sont pas encore définies. Donc, ça veut dire que la filière, elle doit s'exprimer, elle doit expliquer ce qui ne va pas ou les dispositions qui ne sont pas adaptées, parce qu'il faut savoir que la réglementation, elle est mise en place par les HASA. Les HASA, voilà, on ne va pas leur jeter la pierre, mais ils ne sont pas sur le terrain. Donc, vous êtes sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de faire remonter vers les HASA, également vers nos autorités nationales, donc la DGAC en France, toutes les difficultés qu'on peut avoir, y compris les difficultés d'application de la réglementation. Donc, pour faire remonter tout ça, il y a en France la Fédération professionnelle du drone civil
Et il y a au niveau européen JEDA, Joint European Drone Association, qui est l'échelon européen. Donc la FPDC fait partie de JEDA. Moi-même, je suis vice-président de JEDA. Et l'objectif de JEDA est, je peux dire, un objectif atteint, puisqu'on est reconnu par les institutions à peine après un an la création. Et l'objectif de JEDA est vraiment de porter vos attentes et de faire des propositions. Puisque, évidemment, il ne faut pas juste dire, voilà, c'est inapplicable, il faut dire, qu'est-ce que je souhaiterais à la place. Donc, l'idée de ce soir, c'est un petit peu ça. Alors, je vais commencer par la tâche difficile de commencer par la réglementation, difficile et peut-être un peu ingrate. L'objectif est de montrer quelle est la réglementation qui existe aujourd'hui. Et donc, au cours de vos interventions, vous pourrez effectivement exprimer les difficultés que vous avez éventuelles dans l'application de cette réglementation. Alors peut-être avant de démarrer, juste un petit appel au peuple. Henri a fait sa page de pub, moi je vais faire la mienne. On a besoin des énergies, des idées et du temps de toute la filière, de vous tous. Donc la Fédération professionnelle du drone civil, c'est des personnes qui donnent bénévolement de leur temps. Donc on a besoin de votre contribution dans les groupes de travail. On a besoin de votre contribution dans les groupes de travail qui peuvent être au niveau français ou au niveau européen. Donc, n'hésitez pas, vous allez être sollicité, vous l'êtes régulièrement quand on vous envoie des courriers. On a la chance d'avoir Rebecca Mikova, donc, qui assure le secrétariat permanent de la FPDC. Donc, vous pouvez lui envoyer un courrier, un mail, et donc on réagira pour essayer de vous associer en fonction de vos attentes et également de vos domaines de compétences. Pour les petites parenthèses, Philippe, pour toutes les demandes, elles peuvent être faites à partir du site Internet. Toutes les demandes sont traitées directement, on les reçoit au niveau de chaque délégué qui a la compétence et revient systématiquement pour répondre aux questions. Voilà, site Internet sur lequel se trouve depuis aujourd'hui un annuaire en ligne des adhérents. Donc, l'objectif, c'est de vous mettre en avant, de mettre en avant tous les adhérents à travers votre fiche adhérent. Et à travers ça, à travers vous, de montrer également la force de la filière, la force de la FPDC. Et donc là, également, plus on est nombreux sur cette page, mieux ce sera pour pouvoir parler au nom de la filière. Alors, je vais démarrer cette présentation donc avec la réglementation concernant le FPV. Donc, tu peux, voilà. Donc, déjà, le cadre général, vous le connaissez. La réglementation européenne, aujourd'hui, elle est en place. Elle est en place depuis le 1er janvier 2021. Mais elle est en place de manière parcellaire, pas totale. Donc, il y a certains éléments qui sont en place quasi complètement, comme la catégorie ouverte, et d'autres, comme la catégorie spécifique, qui sont encore dans une période transitoire. Donc, dans le cadre de la catégorie spécifique, on peut travailler soit sur autorisation, donc autorisation d'exploitation, soit on peut travailler dans le cadre des scénarios. Et là, aujourd'hui, on travaille encore dans le cadre des scénarios français, S1, S2, S3. Et à partir du 1er janvier 2024, Inch'Allah, je l'espère, on pourra, à partir du 1er janvier 2024, travailler en scénario européen STS 01 et STS 02. Alors, pourquoi je l'espère? Parce que est lié à l'adoption des scénarios européens en 2024, l'existence de drones de classe C5 et C6, donc de classe C5 et de classe C6.
Et au jour où on se parle, les normes des drones de classe C5 et C6 ne sont pas publiées. Donc, il va falloir que ces normes soient publiées, que les constructeurs construisent. Donc, c'est vrai que le 1er janvier 2024 va arriver vite et on se pose encore quelques questions. L'adoption obligatoire des scénarios européens, ça va être pour le 1er janvier 2026. Alors, dans le cadre de cette période de transition, on va donc voir ce qui est proposé au niveau des scénarios pour pouvoir faire du FPV et ce qui est proposé en catégorie ouverte. Alors déjà, rappel de quelques termes, ça me paraît important de resituer les rôles. Donc vous avez les deux premiers points qui sont des vocabulaires du lexique français, de la réglementation française, et le dernier qui correspond à la réglementation européenne. Donc en réglementation française, le pilote FPV est celui qui pilote en immersion avec un casque. Donc la conséquence de ça, je ne vais rien vous apprendre, c'est qu'effectivement, quand je pilote en immersion, je n'ai pas une vue sur l'environnement aérien et au sol. J'ai une vue très parcellaire, c'est-à-dire ce que je vois avec mon retour caméra. Ce pilote FPV ne détient pas forcément une qualification française de télépilote professionnel, y compris si on est en S3, c'est pas une obligation au niveau du pilote FPV. Le deuxième télépilote, lui, par contre, qui donc en réglementation française doit être à côté du pilote FPV, lui alors, il doit cumuler pas mal de qualités. D'abord, il a une vue sur le drone et son environnement. Il détient la qualification française de télépilote dit professionnel. Il a une télécommande ou la possibilité de s'en saisir rapidement. Et juridiquement, d'un point de vue réglementaire, ce deuxième télépilote est responsable du vol. Alors, notion maintenant européenne, l'observateur. L'observateur, il a une vue sur le drone, son environnement aérien et au sol. Et il se trouve à côté du pilote FPV. Donc, ça veut dire que l'observateur a une vue sur l'espace et l'environnement aérien, donc il peut constater et donc alerter le pilote FPV de l'arrivée d'un autre aéronef ou d'un danger qui soit dans l'espace aérien ou au sol. Alors après ces rappels de quelques termes, on va passer au premier cas de figure en passant à la diapo suivante. Donc si on travaille en réglementation transitoire de la catégorie spécifique, c'est-à-dire en scénario 1 ou en scénario 3, en scénario 1 ou 3, on est en vue. Donc, le télépilote a un contact visuel continu avec l'appareil, ça veut dire qu'il doit être capable, dans ces conditions-là, de contrôler la trajectoire de vol et détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef. Donc ça, c'est la définition du en vue. Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc, ce que dit la DGAC. Alors, je m'excuse d'avance, mais vous allez voir que les diapositives que vous avez contiennent pas mal de texte. Donc, normalement, ce n'est pas recommandé quand on fait une présentation, mais je l'ai fait volontairement pour que, après, vous puissiez avoir accès à ces diapositives et en fait avoir les textes. Donc, qu'on ne soit pas sur des bruits de couloir ou des on-dit, mais qu'on soit vraiment sur la source du sujet. Et donc là, vous avez le guide des GAC que j'ai corroboré avec un appel au directeur drone de la DGAC la semaine dernière pour être bien en phase avec tous ces éléments. Donc, qu'est-ce que dit le guide? Il dit qu'un UAS utilisé dans le cadre d'un scénario en vue peut être piloté par une personne n'ayant pas la vue directe sur l'aéronef.
sous réserve. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'est possible de faire du FPV, mais ça veut dire qu'il y a une autre personne qui conserve à tout instant l'aéronef en vue directe. C'est alors cette seconde personne qui est réglementairement considérée comme le télépilote et comme on l'a vu tout à l'heure, ce télépilote qui est à côté du pilote FPV, c'est lui qui a sur ses épaules la responsabilité du vol à ce moment-là, c'est lui qui doit avoir la qualification, c'est lui qui a la vue sur l'environnement et qui doit pouvoir prendre le contrôle du drone. C'est ce que dit la réglementation française. On va passer à la suivante. Donc ça, c'est pour le S1 et S3. Alors, Philippe, je sais que la réglementation, c'est hyper important, mais il va falloir avancer un petit peu vite si on veut tenir les délais du webinaire. Oui, mais il reste 5 minutes, donc a priori, tu m'as dit 30, donc ça va être bon. Allez, Alors, ça marche. en S2, ce que dit la DGAC, avant le décollage, on doit s'assurer de l'absence d'aéronef à proximité, donc ce qui veut dire que on doit surveiller l'environnement et le surveiller pendant le vol. Donc, ça veut dire que, et souvent, il y a une confusion entre piloter en FPV et piloter en hors-vue. Ce sont deux choses différentes, puisque lorsque vous pilotez en FPV, vous n'avez pas de vue sur l'environnement. Donc, on ne peut pas se considérer, ce n'est pas du hors-vue, et donc vous avez besoin d'un deuxième télépilote dans les mêmes conditions. On va passer à la suivante. En catégorie ouverte. Donc là, on est en réglementation européenne. Le pilote à distance doit garder un contact visuel continu avec l'aéronef et contrôler sa trajectoire. On peut passer à la suivante. Donc, ça veut dire que, comme vous le savez, lorsqu'on est en vue, comme vous le savez, en catégorie ouverte, on est obligatoirement en vue directe. Alors, il y a une exception qui est présentée ici, c'est-à-dire qu'en catégorie ouverte, l'exception, c'est si vous avez à côté de vous un observateur de l'environnement et qui peut observer votre aéronef en vue directe. Donc, encore une fois, en catégorie ouverte, la règle, c'est d'avoir à côté du pilote FPV un observateur. Alors, juste, si tu peux venir au slide précédent. Voilà, juste pour rappeler que la catégorie ouverte, elle est ouverte, elle n'est pas possible en agglomération, en dehors des espaces privés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas possible dans l'espace public, mais cet élément est susceptible d'évoluer cette année et peut-être rapidement. C'est-à-dire que l'arrêté espace qui définit cette interdiction sur l'espace public en zone peuplée est en cours de refonte et sans doute, il va être possible d'évoluer en catégorie ouverte sur l'espace public en agglomération. Par contre, en fonction de la taille des agglomérations, et donc sur les agglos, alors le référentiel n'est pas encore décidé, mais par exemple, les agglos notés sur la carte OACI en jaune ou en orange, donc qui déterminent cette obligation à être en S3, pourrait être une référence qui fait que dans ces agglomérations, on soit obligé de détenir la qualification, l'équivalent de la qualification professionnelle française pour pouvoir intervenir en catégorie ouverte. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, c'est-à-dire que la catégorie ouverte, vous pouvez l'utiliser, mais vous devez avoir la qualification de télépilote pro. Voilà, j'en ai terminé et je vous laisse passer sur les aspects plus concrets. Mais encore une fois, on est dans l'attente de vos réactions maintenant ou plus tard sur comment faire évoluer la réglementation pour mieux l'adapter à vos activités. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Philippe.
Surtout pour les auditeurs ou participants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On les regarde au fur et à mesure et on apportera des réponses. Alors maintenant, je vous propose d'accueillir Joël Eledge, qui est freelance, mais qui est aussi fondateur de la société Inimage. Donc, il va vous raconter son parcours et surtout l'évolution des besoins audiovisuels jusqu'au FPV. Bon, bah, bonsoir à tous. Bon, voilà, comme Henri m'a déjà présenté, je suis Joël Eladj. Je suis dans le milieu audiovisuel depuis maintenant, professionnellement depuis 2013 en ce qui concerne la vidéo. Et avant, j'étais sur de la photo. J'ai fait de la photo pendant longtemps. J'ai toujours été en fait dans le milieu artistique. J'ai fait une longue carrière de danseur avant d'être dans l'image. Et parallèlement à ça, quand j'étais danseur, j'étais également photographe professionnel. Voilà, donc je faisais plusieurs choses à la fois. Pour moi, la vidéo, c'est arrivé en même temps que l'évolution, comment dire, des outils professionnels, en fait, tout simplement. Je suis parti sur la photo alors que je faisais déjà de la vidéo en amateur. Je suis parti sur la photo professionnellement parce que pour moi, j'ai toujours eu le goût, en fait, des belles images. Et ça a toujours été plus facile et moins onéreux, c'est même pas le cas, c'est que c'était vraiment, pour avoir une belle image en vidéo, il y a encore, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a un peu plus de 20 ans, c'était très très cher, enfin, c'était pas pour tout le monde. Et du coup, plutôt je me suis orienté vers la photo pour m'enlever un peu cette frustration de ne pas obtenir les images que je voulais. Donc, pour l'instant, dans mon parcours, ça n'a encore pas grand-chose à voir avec le drone, mais ça arrivait plus tard. Pour moi, le drone, c'est arrivé plus tard. Dans mon parcours en fait professionnel en tant que vidéaste, réalisateur, ma clientèle était très variée en fait. J'ai eu très vite de la clientèle professionnelle et c'est encore la majeure partie de mon activité, c'est pour les professionnels. Et j'ai travaillé pas mal aussi pour, par exemple, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour qui j'ai fait des reportages. Et c'est ce client, par exemple, qui m'a donné l'opportunité la première fois, professionnellement, de travailler avec un drone. Donc, c'était rien à voir encore avec ce que j'ai aujourd'hui. C'était le premier Mavic. Mais j'ai eu en fait l'opportunité de bosser en mer avec voilà, un drone. Et pour moi, c'était un peu mon entrée dans le domaine aérien. En plus, pour moi, ça complétait en fait mes images. C'était une course de voilier, donc ça me permettait d'avoir des plans d'ensemble, en plus de mes plans caméra, pas au sol du coup, mais sur le bateau. Pour moi, c'était un complément que j'avais envie d'avoir et voilà, qui a donné très bien dans le visuel final. Euh, voilà, à ce moment-là, j'étais encore freelance. Ah, c'est bon, je peux participer Merci Henri. Je peux participer à la présentation de ce côté-là. Donc, j'étais encore freelance et j'avais pas encore entendu parler de FPV. Pour moi, voilà, je sais que ça existe. Maintenant, je sais que ça existait. Maintenant que je suis en contact avec des gens qui sont là-dedans depuis très longtemps, comme Florian de Love Don't Shop ou Jonathan. Je sais que c'est quelque chose qui existait à l'époque, mais dont moi, enfin, ce que je voyais en fait, au niveau. Ah, Je vais l'appeler en parallèle pour prévenir que ça a bugué. C'est les aléas du direct, comme on dit. on va attendre 5 secondes et puis au pire des cas, Florian, tu vas peut-être continuer et comme ça, Joël finira après toi. Tu nous entends, Florian? Le micro, c'est mieux. Il faut que tu penses à activer le micro pour parler. Normalement, c'est bon là. Allô, allô. Oui. Ah, désolé, ça a coupé sans prévenir. Ah, Joël est Euh, revenu. Super.
Ouais, désolé. Je sais pas où jusqu'à enfin ça a coupé à quel moment je disais que pour moi, enfin je sais pas si vous avez entendu quand je disais que pour moi c'était époustouflant, mais professionnellement difficilement viable. Vous avez entendu jusqu'à là? Non, ça a dû Non, couper juste d'accord. avant. Ok. Donc je disais alors pour moi en fait le drone avant le FPV, euh, voilà je l'utilisais de façon, enfin ça complétait en fait mes images au sol. Et quand j'ai vu pour la première fois le FPV, moi j'étais époustouflé par ça, mais professionnellement pour moi c'était difficilement viable, tout simplement parce que je le voyais pas comme quelque chose qui pouvait se suffire à lui-même. Pour moi, ça doit s'inclure dans un montage et dans un travail d'ensemble. Et la qualité des caméras de l'époque, ça, en fait, il y avait trop de différences. Il y avait trop de différences entre les GoPro, parce qu'à l'époque, c'était surtout, enfin, c'était principalement et peut-être même que de la GoPro. Peut-être que Florian et Jonathan me contrediront ou pas, mais c'était voilà que de la GoPro et je pouvais pas en fait voir ça malgré le dynamisme et mais c'est ce que ça apportait. Je pouvais pas voir ça dans un montage d'ensemble. Il y avait trop de différences avec les caméras pro. C'était pas possible de vendre ça. Je me sentais pas à l'aise pour vendre ces images-là. Donc pour moi, ça devait être un loisir. Et comme j'ai pas énormément de temps pour le loisir, je m'y suis jamais mis. Donc je me suis dit ah c'est intéressant, mais on garde ça pour plus tard. Avec bah, maintenant il y a 2 ans, moi ça fait c'est la troisième année là pour moi le drone FPV. Donc je suis récent, hein, je suis encore un bébé dans le milieu. Et pour moi, en fait, il y a eu un moment où on a passé cette étape de. Je me suis dit, quand j'ai vu certaines images, je me suis dit, ah, ok, ça commence à devenir intéressant. Là, on peut faire quelque chose. C'est pas encore la folie, c'est pas encore des images caméra et tout, mais je pense on peut l'intégrer et surtout, ces caméras-là évoluent. L'évolution technologique fait que je pouvais en fait entrevoir un avenir là-dedans. Je me suis dit, il faut s'y mettre parce que ça va être, enfin, c'est incroyable. Les possibilités que ça laisse entrevoir sont incroyables. Quel a été le La déclic? Tu dis à un moment, je me suis rendu compte que le drone permettait de, enfin, ou le FPV, il y avait une évolution. Quel a été le déclic, toi, d'un point de vue audiovisuel et montage? Alors, le déclic, j'ai dû, à mon avis, voir une vidéo qui m'a fait. Enfin, j'ai dû voir une vidéo en fait que je trouvais qualitative en termes de rendu d'image, de plage dynamique et tout ce qu'on veut. Euh, mais je me rappelle plus laquelle. Je sais que pour beaucoup, enfin, je sais pas si beaucoup d'entre vous, il y a eu une vidéo qui est sortie il y a peut-être un peu plus un an et demi. Moi, j'avais déjà commencé le FPV à ce moment-là, mais il y a une vidéo qui a vraiment fait basculer les gens et qui a fait prendre tout l'intérêt que le FPV prend aujourd'hui dans la production audiovisuelle. Vous vous rappelez sûrement, c'est le pilote qui s'appelle Jaybird Film, et il a fait cette vidéo en fait où il rentre dans un bowling et avec un drone FPV et il y a toute une scénarisation en fait du vol qui est incroyable. Et je sais que à ce moment-là, le FPV a pris une place plus importante. Pour moi, c'est la vidéo charnière celle-là, parce que le FPV a pris une vidéo plus importante. Il y a des producteurs qui ont commencé à appeler, ils ont dit oh là là, nous il nous faut ça dans notre film. Je pense que c'est à partir de là que des gens comme Michael Bay se sont intéressés en fait. Vous avez vu peut-être vous avez entendu parler peut-être du film de Michael Bay Ambulance avec pas mal de plans FPV dedans. Vous avez sûrement vu ça. Je pense que c'est à ce moment-là en fait qu'il y a des gens dans le milieu du cinéma, dans plusieurs milieux, qui se sont dit ça, on peut en faire quelque chose. Et même si cette vidéo-là dont je parle, donc comment dire, dans le bowling, c'était qu'une GoPro, mais déjà on pouvait entrevoir des choses. Ce qui s'est pas, alors ce qui a évolué ensuite après cette vidéo, c'est que bah, tout ça, j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré. Florian va pouvoir tout à l'heure confirmer ou pas, mais tout s'est accéléré parce que depuis, en fait, enfin, même avant ça, ça avait commencé, mais je trouve que ça s'est accéléré depuis. On a maintenant ce qu'on appelle des ciné-lifters. On a accès, en fait, à l'image cinéma sur un drone FPV. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus, comment dire, on est de plus en plus proche du fait de mettre la même caméra sur le drone que les images, que la caméra qu'on utilise en fait en principal. Donc on met encore rarement une Arri Alexa, une Alexa Mini en fait sur un drone. Je crois que j'ai vu des gens le faire, mais c'est quand même un peu lourd. Enfin voilà, mais la technique progresse et principalement, c'est aussi ça qui est important dans le FPV et qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un monde en fait, il y a toute une commu et des gens qui bossent dur et qui inventent des choses et qui comment dire, qui font avancer en fait le schmilblick constamment. Et ça,
en fait, ce qu'on peut faire, l'évolution des possibilités, c'est aussi grâce à tout ce monde-là, toute cette commu, comme voilà, Wolf Drone Shop qui pousse le truc et comment dire, qui agrandit les possibilités qui sont déjà existantes. Donc, je vois que sur le slide, je vois qu'Henri, tu es sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, sans Voilà. transition, Si je vais tu aller peux là-dessus. parler un peu voilà, des attentes, Ouais. c'est intéressant ce que tu dis, mais voilà, donner justement quelles sont les attentes, parce que tu dis il y a des évolutions encore. Ouais. C'est bien de savoir et puis de voir de ton point de vue finalement Mm. qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas Ouais. pénaliser le FPV dans son développement. Je vois. Je vais juste en fait faire une transition sur pour moi le vrai intérêt parce qu'on peut se dire oui mais pourquoi il y avait déjà des drones. Sauf que en fait en termes d'image, ce que ça a vraiment amené c'est tout autre chose. C'est pas pour moi voilà vous me contredirez ou pas. Pour moi en fait un drone stabilisé, un drone que j'appellerais classique, moi ça me servait surtout à faire des plans de situation. C'est-à-dire que je fais un événement. Mon plan de situation, ça va être un truc en hauteur où je vois le plan, le site dans sa globalité. Ensuite, avant de rentrer sur des plans plus en proximité. Moi, ça me servait à ça. Je pense que pour la plupart des gens, ça sert surtout à ça. Avec le FPV, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas que là-dedans. On peut vraiment avoir des vols de proximité, des plans de proximité, des plans dynamiques, des plans qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. C'est juste ça, en fait. C'est un facilitateur de créativité. Ça, voilà, ça apporte d'autres choses. C'est un autre outil qui apporte des choses complètement différentes. Donc, voilà, pour ce qui est de la différence. Maintenant, si on veut parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour faire perdurer le FPV et pour pas qu'on soit tous pénalisés. Tout à l'heure, j'en parlais avec Henri. C'est vrai que moi, ça me semble logique parce qu'en tant que réalisateur, en tant que caméraman, tout ce que tu veux, je viens sur un tournage, je viens pas avec une caméra. C'est de la technique, c'est du matériel, c'est électronique, ça peut foirer, ça peut tout ce que tu veux, tu peux le casser. Donc, déjà, moi j'aime bien les Américains, ils disent si tu as un drone, tu as 0 drone. Si tu as 2 drones, tu as un drone. Si tu as 3 drones, tu as un drone. En fait, quand tu achètes un drone, souvent, quand tu es professionnel, quand je dis ouais, j'ai ce drone-là, c'est qu'en fait, à la maison, j'en ai 3. Il faut toujours avoir un backup. Tu te pointes, tu as deux radios, tu as 2 masques, tu as 3 drones ou plus même, selon aussi la difficulté du plan, parce que tout peut arriver sur les tournages, même pas sans parler technique, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir tout. Et donc ça, je pense que c'est juste une marque de professionnalisme de se pointer avec du backup. Travailler avec une boîte de prod, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, on a eu cette discussion avec Henri, c'est tout simplement le fait que la plupart des pilotes FPV ne correspondent pas, enfin ceux que je connais en tout cas, sont pas dans mon cas. Moi, je fais de la vidéo et ensuite j'en suis venu au FPV. Beaucoup sont spécialistes et experts et c'est peut-être eux qui ont raison parce qu'ils arriveront à passer plus de temps à travailler et à peut-être être meilleurs que moi en pilotage, c'est tant mieux. Mais du coup, beaucoup de gens sont pilotes FPV, ils sont pas réalisateurs, ils sont pas vidéastes et tout. Donc du coup, la façon pour eux de travailler et d'avoir des plans, c'est surtout de travailler avec des boîtes de prod qui ont besoin en fait de ces images-là et qui n'ont pas de référent, tout simplement. Quand tu travailles sur du cinéma, t'es rarement réalisateur et télépilote par exemple, ou sur des gros projets. Pour faire des gros projets, de toute façon, des projets ambitieux, je pense que c'est censé de se diriger vers ces clients-là, ces donneurs d'ordre. Pour moi, un des points les plus importants, c'est d'être garant de la sécurité de tout le monde sur le tournage. Je parlais avec un mec qui, pour moi, est une des figures de proue et quelqu'un que j'admire beaucoup dans le travail, c'est Benoît Fink, House of FPV, donc un Français qui est pour moi un des meilleurs sur l'Hexagone. Et il me disait que il allait en fait incorporer dans son process un brief sécurité. Parce que de plus en plus, il se rend compte que les gens en fait sur les tournages, ils connaissent pas. Ils connaissent pas ni le drone FPV, ni les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire et tout. Et donc d'avoir un brief sécurité, d'avoir tout le monde et de leur dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Attention à ça, je vais passer là. Je pense que c'est important parce qu'il faut pas oublier que c'est des outils que la plupart des gens ne connaissent pas. Ils savent pas, quelle vitesse ça peut prendre, les dangers que ça présente et tout. Donc garantir la sécurité, c'est pour moi, ça évite des trucs comme on a vu une vidéo YouTube là où il y a une dame qui est en défilé de mode et il y a un petit drone qui passe au-dessus d'elle et qui se prend dans ses cheveux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, on a perdu le monde de la mode. On n'aura plus jamais travaillé dans le FPV en mode. Et dans ce genre de truc, il faut vraiment être conscient aussi de ce qu'on fait. Ce qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est lié ne pas faire ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire ne pas voler au-dessus de ses bottes. Il ne faut pas que l'ego prenne le pas.
il faut pas que la pression en fait du tournage prenne le pas parce que c'est compliqué d'être sur un tournage avec un gros client qui te dit mais tu saurais faire ci, ça, tu plonges du bâtiment, tu passes dans le petit trou là et tu fais ça. C'est dur des fois de dire non parce qu'on dit oh c'est ma chance, je vais percer, c'est le gros client qu'il me fallait, il faut que je fasse tout ce qu'il me demande. Ouais, mais sauf que si quelqu'un est blessé, ça se passera pas comme ça. Et enfin, cracher devant le client, ça peut arriver, mais faut éviter. Donc, ne pas se laisser emporter par l'ego, ce genre de choses. Le FPV, c'est à l'instar du drone stabilisé qui est déjà difficile à maîtriser. Et le drone FPV, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, voilà, il faut pas se laisser emporter par ça. Encore une fois, pour la pérennité et pour que tout le monde puisse vivre, éviter, excusez-moi, chat dans la gorge, ne pas brader les prestations. Ne pas brader les prestations parce que, en fait, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de charte en fait, de prix, il y a une communauté et on discute beaucoup. Oui, sur Facebook, il y a une grosse communauté, il y a des gens qui la font vivre et tout. C'est vraiment super intéressant. C'est ça aussi que je retrouve dans le FPV, que je trouvais dans la danse avant quand j'étais danseur. Il y a vraiment une grosse communauté et on échange beaucoup. Et en fait, voilà, il y a des prix en général, il y a un consensus en fait. On s'est dit, voilà, le prix d'une prestation, c'est ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut essayer au maximum. On peut pas, tout le monde est différent, tout le monde a des besoins et tout est différent, mais au maximum de pas tirer les prix vers le bas. Et attention aussi, ça se rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, mais donc du coup j'ai un peu vendu la mèche. Dire oui à tout sur les tournages parce que encore une fois on a la pression, parce que on n'a pas envie de passer pour un incompétent et tout. Ouais, faut faire attention à ça. Il y a sûrement plein d'autres choses, hein, mais voilà. Il y a sûrement plein Voilà. d'autres choses. Merci Joël. Je m'excuse, on est obligé d'accélérer un petit peu. On peut de rester problème. sur ce dernier petit mot. Effectivement, ne pas dire oui à tout. C'est, je pense, une vraie marque de professionnalisme, de connaître ses limites par rapport aux clients et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci Joël. Merci. On va maintenant voir des choses concrètes avec Florian. Florian qui est, je vais quitter mon partage. Florian qui est le fondateur de Wolf Drone Shop, qui réalise aussi en parallèle des films et de la presta. Mais là, il va nous parler du matériel et de la vente de matériel. Florian, tu es connecté, tu peux partager ton écran. Ok, donc les solutions FPV, le matériel FPV dans sa globalité. On va commencer par une petite présentation moi aussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Florian Cranbrook, donc je suis le créateur de Wolf Audiovisuel et de Wolf Drone Shop. Wolf Audiovisuel qui est une solution de drone, de prise de vue par FPV principalement, avec un peu de drone stabilisé. Et par la suite j'ai créé Wolf Drone Shop, qui me permet de m'appuyer sur mon expérience passée sur le drone pour créer des solutions déjà pour moi personnellement dans mon activité en tant que télépilote, et ensuite de pouvoir aller proposer ces solutions-là à des personnes qui, avec l'expérience et à force de discussion avec les gens, j'ai pu me rendre compte que des fois c'était pas évident d'aller sélectionner des machines ou des choses comme ça adaptées ou appropriées par rapport à nos besoins et notre cahier des charges en tant que télépilote pro et par rapport aux besoins qu'on peut avoir sur des tournages et d'autres sujets comme ceci, comme ça. Je suis spécialisé, donc je continue, hein, je suis toujours télépilote pro. Je suis spécialisé dans les sports mécaniques et dans les retransmissions live par drone, que ce soit Mavic et FPV. Pour ceux qui connaissent le championnat de France de drift, j'ai été pendant 2021 et la moitié de l'année 2022 un des deux télépilotes drone professionnels attitrés et qui s'occupait de la partie de retransmission en live du FPV pour le championnat de France de drift. Je l'ai fait aussi pour le championnat de France de rallye. Et après, un peu plus globalement, pour des organisateurs privés de roulage en drift, en grip. Et puis d'autres disciplines associées. Je fais aussi un peu de tournage, etc. C'est assez divers, mais vraiment axé principalement sur les sports mécaniques. Je fais très court, désolé si je vais vite, mais comme on me le demande, va falloir accélérer. Alors, on attaque tout de suite. Un drone FPV, Kezako, d'accord. Et un drone FPV, concrètement, ça ressemble à ça, comme beaucoup l'ont vu. Donc là, on est sur quelque chose de classique. J'ai pas mon retour, donc je vois pas si je suis bien dans le cadre.
Donc un drone FPV, donc c'est ce qu'on appelle un multirotor. On a 4 moteurs en croix. Il va nous permettre d'emmener une batterie qui va l'alimenter et en général une caméra type GoPro, comme ceci, pour pouvoir aller faire des prises de vue qui vont être ce qu'on appelle impossible shot ou complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans d'autres catégories, à savoir les drones stabilisés type Mavic, qu'on a comme ceci, que tout le monde normalement connaît, puisque c'est ce qu'il y a de plus démocratisé, de plus commercialisé. C'est quelque chose de très intuitif. Il y a énormément de sécurité, il y a énormément d'électronique embarquée. Souvent, ils travaillent le design, ils travaillent toutes ces choses-là pour le rendre le plus commercial et marketing possible. À la différence d'un drone FPV, comme vous pouvez le voir sur le slide, on a un drone, il nous faut un masque de retour d'image, comme là sur mon image, ou comme là j'ai en live, donc qui s'enfile comme ça devant, sur les yeux. Et il va nous falloir une radio. Ce qui va changer aussi, c'est qu'un drone FPV est assemblable et modifiable comparé à un drone plus classique, type DJI, où généralement, sauf sur des matrices M30 par exemple, ou d'autres drones dits à nacelle, vous allez pouvoir changer les objectifs ou changer les objets, les objectifs, les outils que vous allez monter comme de l'IR, de l'infrarouge, etc. Là, on va vraiment être sur quelque chose d'entièrement assemblable, entièrement modifiable, entièrement démontable, changeable, réparable, soi-même quand on sait faire, sinon très facilement par d'autres professionnels comme moi, comme Studio Sport ou d'autres boutiques qui existent. Voilà, c'est un autre slide pour monter. Il y a différentes, pour un seul et même drone, on peut avoir différentes configurations. Ça peut être l'électronique qui change, ça peut être les moteurs, ça peut être le simple fait de rajouter un GPS, de l'électronique, des petites choses comme ça qui vont répondre à votre cahier des charges. Ce que l'on voit, la différence, elle est rapide. Sur un Mavic ou autre type de drone comme ça, vous allez avoir souvent un retour par monitoring, donc sur un écran avec tout votre aide à la prise de vue qui va apparaître. Et ensuite, sur un écran, du coup, bah là, je vous l'ai mis en grand écran, sur un FPV, donc dans votre masque, c'est normal si la vidéo est à l'envers, c'était fait exprès. C'est pour vous montrer que, voilà, c'est la sensation que là, vous ressentez, à vous dire, merde, c'est pas normal, mais en fait, c'est la sensation qu'on ressent en temps réel quand on a le masque sur les yeux et qu'on fait ce genre de figure. Elle est là aussi la différence, c'est qu'avec un Mavic, vous ferez jamais ça. Avec un drone FPV, vous allez avoir la possibilité de faire ça. Et avec ce qu'on appelle un canevas, vous allez pouvoir retrouver tout votre aide au pilotage. Donc, des coordonnées GPS, ça va être un nombre de GPS, ça va être une altitude, ça va être une vitesse donnée, ça va être la tension de batterie, ça va être toutes ces aides qui vont vous aider à maintenir votre drone en vol dans les meilleures conditions possibles et permettre un retour si besoin. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des questions, on verra ça à la fin. Ensuite, bah, un drone FPV, c'est bien, mais il y en a plein. Et du coup, bah, quel drone FPV on va prendre et pour quelle utilisation? Parce que ça, c'est aussi, ça a tout son importance aussi. Je vous ai parlé de cahier des charges, et justement, c'est ce qu'on va voir. Il y a différentes tailles de drones qui existent. Je vous la fais vraiment succinct et vraiment rapide. Vous allez avoir des types, ce qu'on va appeler vraiment des mini-drones. En général, c'est des micro-whoops, comme vous voyez à gauche et à droite en toothpick. Donc en toothpick, c'est des petits drones comme ça. Vous voyez, c'est tout petit. C'est vraiment des petits drones. Souvent, c'est des drones d'entraînement. C'est des drones pour faire de l'indoor. On peut s'en servir en extérieur. C'est des petits drones qui vraiment, avec des protections, ne craignent pas grand-chose. Vous allez avoir la taille un peu au-dessus pour emmener des caméras. Les toothpicks, en général, ne servent pas forcément à filmer. Ensuite, on va passer sur une gamme un petit peu plus haute. On va avoir ce qu'on appelle de la série de Whoop, donc ce qui va être en général des Ciné Whoop ou des Race Whoop. Donc là, on est sur des drones avec des protections d'hélice. Le but du jeu, c'est d'emmener une GoPro en général et offrir de la protection aux personnes qu'on va filmer ou aux biens ou aux tiers, avec justement, comme vous voyez sur l'image, des protections d'hélice. J'en ai un autre là, ouais. Comme ça, où on va pouvoir justement avoir quelque chose d'assez gros qui va porter quelque chose facilement, une caméra facilement, GoPro, mais tout en gardant une certaine protection pour les gens, les acteurs, les choses comme ça. C'est une notion qui va vite intervenir quand on va vous mettre des prérequis sur des caméras ou que vous-même vous allez juger dans votre cahier des charges qu'il va vous falloir une caméra plus grosse ou une caméra tout court.
Ensuite, on va partir sur ce que vous connaissez normalement à peu près tous et que vous avez déjà vu, donc du FPV classique, donc type, on appelle ça un peu freestyle, donc c'est sur la gauche, comme je vous ai montré en début de vidéo, ou type racer, donc là c'est sur la droite, où là c'est des drones qui vont vraiment servir à faire uniquement que des championnats de course, c'est des courses qui sont organisées avec ce type de drone-là. Mais on peut aussi adapter ces drones-là pour aussi aller faire de la prise de vue de haute vitesse, je vous en parle juste après. Vous allez avoir ensuite, donc la partie qui moi je préfère, y est ce qu'on appelle les ciné-lifters. Les ciné-lifters, donc ce sont des machines qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus chères forcément, et où là le cahier des charges c'est par la prod ou par vous-même de devoir emmener une caméra de cinéma. Et pour vous donner une idée, parce qu'on ne se rend pas forcément compte là dans les photos, à quel point c'est gros et lourd. Voilà. Ça, c'est un ciné-lifter. Comparé à côté de ma tête. Donc là, c'est pour emporter une BMPC 4K qui est déjà riguée dessus. Et on a vraiment des gros drones. Donc là, vraiment, le but, c'est d'aller emmener de la grosse charge, d'aller emmener des gros drones. Comparativement, pour vous donner un exemple de comparaison. Tac, voilà, la diff entre les deux. Vous la voyez, elle est rapide. Donc, les types de drones, les types de besoins, de manière un peu générale, voilà, chaque drone est un outil. Et on va essayer, le but du jeu, ça va être d'essayer d'aller adapter et d'aller chercher. On a une grande trousse à outils. On va aller adapter sa machine par rapport à son besoin. Ensuite, du coup, quel drone, pour quelle utilisation, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose à prendre en considération par rapport au choix du drone que vous allez faire ou au choix du drone que vous allez utiliser ou que vous allez acheter, peu importe, ça va être déjà, il y a l'aspect réglementation. Aujourd'hui, alors on a le cul un peu entre deux chaises. Donc en général, on vise sur l'avenir. Donc on va parler de catégories qui vont de C0 à C6 et de type de vol. Donc de l'open, de la catégorie ouverte, ou de la catégorie spécifique, ou que ce soit en STS d'ici 2024 ou encore en S1, S3 aujourd'hui. Et donc, en fonction de la catégorie, le poids, vos besoins, etc., vous allez vous orienter sur des drones qui vont, le but du jeu, ça va être de faire des drones qui vont aller répondre à ces catégories-là, à ces besoins-là, à ces obligations-là même, pour aller plus loin encore, parce que souvent, c'est des problématiques de réglementation. Et ce qui est cool, c'est que si je vous prends par exemple donc, pour la partie open, C0 et sub 250, normalement, Philippe en a parlé, ça devrait changer, et ça a déjà changé. Jusqu'à maintenant, avec ce type de drone-là, on n'avait pas le droit de survoler les gens, la foule, c'était strictement interdit, ça devait être uniquement accidentel, ça s'était toléré accidentellement. De ce que j'ai pu lire, apparemment, maintenant, ils se sont axés sur l'AFA, donc qui est aux États-Unis, où déjà avec ce type de drone-là, là-bas aux États-Unis, vous avez le droit de voler à partir du moment. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un lien, il faut que je revoie tout ça en détail, s'il y a un lien de protection d'hélice ou pas, comme il y a là. Mais vous avez la possibilité de survoler les gens, c'est plus toléré, c'est autorisé. Dans les sub 250, j'entends, donc en catégorie C0 et en open. Philippe me contredira au besoin, s'il le sait, mais de mémoire, je sais que ça a changé. Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? Que voilà, en fonction des catégories, en fonction de votre poids, donc vous avez du sub 800 grammes, avec moins de restrictions, vous allez avoir du supérieur à 800 grammes. Pourquoi C4? Parce qu'aujourd'hui, dans la réglementation, tous les drones fabriqués de manière DIY soi-même, c'est automatiquement rentré dans du C4 parce que vous ne pouvez pas, sauf s'il est sub 250, il peut être rentré dans du C0. Je sais, sauf si ça a changé, encore une fois, et comme ça change régulièrement, c'est très compliqué en ce moment d'être toujours bien sur les rails au niveau de la réglementation, mais de mémoire, C0 et C4 ne demandent pas de passer par une institution de certification comme pour le C1, C2 et C3. Sauf si on peut me contredire tout de suite. Henri, tu sais? Il y a les points, Philippe a abordé les points en début du webinaire. On retrouve toutes les infos sur les slides de Philippe. Eh ben, c'est parfait. Donc voilà. Je te propose de continuer sur l'aspect ça permet
Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre de mettre de l'image sur les slides de Philippe, à savoir sur les réglementations, sur les catégories et par rapport au poids. Voilà, on a aussi plusieurs types de machines. Par exemple, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut complètement créer sa machine par rapport à son besoin. Tout est possible dans une certaine mesure et dans des limites technologiques. Par exemple, à gauche, j'avais ce qu'on appelle un drone invisible. Donc, le but du jeu, c'est d'emmener une caméra à 360 qui va vous permettre de filmer à 360 degrés autour du drone sans jamais voir le drone. Ça marche très bien. Et c'est un client qui m'a demandé cette chose-là pour des besoins de prise de vue, enfin, après d'immersion, mettre un masque 360 pour que lui, son client final, puisse utiliser la vidéo avec un masque 360 et se promener dans sa vidéo. Pareil à côté, ça c'est un besoin que moi j'ai mis en place parce que j'en avais le besoin. Vous avez des drones qui aujourd'hui maintenant peuvent dépasser les 250 km/h avec GoPro, les 300 km/h sans GoPro, où on va vraiment aller s'axer sur du drone haute vitesse. Et celui-ci à droite, qui s'appelle le Guépard, est un drone qui va à plus de 250 km/h avec une GoPro. J'ai un YouTube, vous pourrez le voir en live même. Bref, donc par rapport à tout ça donc, et à l'aspect réglementation, on peut se poser la question, du coup, parce qu'il y a le côté loisir, et de se dire, mais un drone FPV qui soit conforme à la réglementation pour évoluer en S1, S3 ou en C5, C6, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Il y a les prérequis réglementaires à respecter. Et cela, je ne les invente pas, ils sont inscrits dans le guide pratique de la DGAC pour les scénarios spécifiques. Donc, qui est vraiment le guide pour les professionnels, donc pour nous, qui n'a pas arrêté de bouger d'ailleurs, c'est un peu pénible. Mais en gros, on va retrouver, et là, je vous parle sur quelque chose qui est inférieur à 2 kg. Donc là, on est dans une limite de 2 kg et qui n'a pas besoin de demande à la DSAC de ce qu'on va appeler une demande de certification, où il y a une demande d'homologation auprès de la réglementation. Mais on peut obtenir un drone qui soit dans les clous. Et pour ça, ça va prendre en compte. Il va falloir prendre en compte des caractéristiques spécifiques qui sont bien précis, à savoir un affichage de la hauteur, donc un calcul de hauteur par barreau, il faut que ce soit physique. Un affichage de la distance horizontale home point, ça apparemment ça a été rajouté dernièrement, mais d'office de toute façon on le met toujours, parce que c'est une aide obligatoire au pilotage. Il y a des choses, c'est du bon sens qu'on met automatiquement, il y a des choses, c'est demandé de toute façon. Donc dans ce que je vous ai mis là, c'est des choses qui relient les deux. On va avoir de l'affichage de la vitesse, qui vous permet de pouvoir respecter les limites de vitesse qui vous sont imposées. Vous allez avoir une fonction coupleur moteur intégrée ou indépendante. Un système de face-safe en cut-off ou RTH, mais en général, on va préférer un RTH. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire revenir votre drone. Voilà. Et de pouvoir le récupérer et pas le perdre dans la nature. Une limitation d'altitude, mais qui, elle, est intégrée dans un software. Ça aussi, c'est un peu spécifique, c'est un peu complexe à mettre en place, mais c'est obligatoire. Ça fait partie du geofencing qui est imposé par la réglementation. Une balise de signalement si vous êtes supérieur à 800 grammes. Des dispositifs de signalement lumineux si vous avez besoin de vous mouvoir de nuit, donc dans la nuit aéronautique. Une limite d'émission radio et de vidéo qui est rédigée par la NFR. De mémoire, on est à 100 watts en 2,4 GHz et on est à 100 milliwatts pardon, en radio et en 5,8. Je crois qu'on est à 25 milliwatts grand maximum, si je ne m'abuse. Il vous faut aussi un manuel d'utilisation et d'entretien et un marquage US qui est obligatoire. Et tout ça, comment vous pouvez l'obtenir? Soit par vous-même, en mettant tout ça en œuvre. Ça peut être des fois très long, ça peut être fastidieux, ça peut être aussi onéreux, surtout pour la partie firmware. Sinon, vous pouvez passer par des professionnels qui créent des solutions justement adaptées aux professionnels et qui, eux, s'occupent de tout vous mettre en place comme ça. C'est exactement ce que moi je fais. Il y a aussi Studio Sport, je travaille avec Studio Sport, je leur crée des drones, mais ils ont déjà aussi avec Abot une partie qui leur permet de faire ça, en l'occurrence pour les Mavic. Et ensuite, je crois d'ailleurs qu'il n'y a que moi et Studio Sport qui faisons ça pour les professionnels. Je crois Hexadrone, mais j'ai un doute. Mais voilà, et après ça peut être décliné sur tous les drones. En fait, à partir du moment où vous répondez au cahier des charges, quel que soit votre drone, vous allez pouvoir avoir un drone qui va être intégrable à la réglementation, que vous allez pouvoir utiliser en S1 S3, que vous allez pouvoir assurer, que vous allez pouvoir rentrer dans Alpha Tango, de toute façon c'est obligatoire.
et que vous allez pouvoir utiliser pour vos besoins pro dans les meilleures conditions. Et en cas de contrôle, vous aurez absolument tout à disposition pour montrer patte blanche à la BGTA ou à la police en fonction des forces de l'ordre qui seront présentes à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez créer votre solution FPV vous-même? La réponse est oui. Il y a des kits qui existent. Vous avez énormément de boutiques qui proposent des produits. Et vos drones, que ce soit en loisir ou en professionnel, c'est complètement faisable. Ça peut être un peu compliqué au début. Principalement, en général, on va le faire en version loisir. Et vous avez tout un tas de tutos. Vous avez une communauté. Joël en parlait en début de séminaire. Il y a une communauté qui propose des tutos. Vous pouvez poser des questions, qui vous accompagnent, etc. Mais c'est complètement faisable en loisir très facilement. Je m'entends quand je dis facile. Mais c'est complètement faisable. En professionnel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que quand on est professionnel, on peut voler en catégorie open, qui nécessite moins de réglementation. Et vous pouvez commercialiser vos prises de vue. Donc, le loisir est complètement faisable. Donc, pour résumer, est-ce que ça te va ou est-ce qu'on est encore dans les times? Je pense que c'est suffisamment détaillé pour ne pas avoir besoin de résumer. Je te remercie beaucoup, Florian. Je suis désolé, le temps passe et on est obligé d'avancer un petit peu. Il n'y a pas de souci. Donc, tu pourras regarder, il y a eu quelques commentaires sur les puissances dans le chat. Merci Florian. Maintenant, deux petits mots concrets de Jonathan, fondateur de JM Productions. Je te propose d'aborder pareil un petit peu ton parcours, comment tu es venu au FPV et puis voilà le pourquoi, comment de ces éléments. À toi, Jonathan, 5 minutes, s'il te plaît. Ok, alors moi, en 2020, j'ai fait ma formation drone avec Flo, que vous venez d'écouter, et du coup, qui m'a un petit peu montré le FPV. Je savais pertinemment que le milieu du FPV était quand même un peu saturé dans tous les domaines, mais moi, je faisais une formation dans la sécurité où je voulais rajouter cette option à mon cursus et aux possibilités que j'ai eues professionnellement de pouvoir les utiliser. Lorsque j'ai commencé à voir les premières images de FPV sur YouTube, j'ai pu quand même rentrer dans quelque chose qui était quand même passionnant. Et lorsqu'on y goûte, au final, c'est vrai que c'est soit on y va concrètement et on investit tout ce qu'on peut avoir, parce que c'est une discipline qui coûte quand même un petit peu d'argent lorsqu'on veut débuter, et il faut être sûr de là où on va. C'est pour ça qu'il faut commencer par beaucoup de pilotage, par simulateur, et ensuite se lancer, mais en respectant vraiment tout ce qui est sécurité. C'est la priorité dans ce milieu-là. Lorsqu'on pilote, il faut vraiment faire attention aux personnes qui sont à proximité. Moi, je me suis spécialisé comme un peu Flo dans tout ce qui est sport mécanique. Donc, on peut me retrouver sur tout ce qui est moto, kart. Et dans ma chance, vu que c'est des milieux qui sont quand même très sécurisés, ça nous permet d'évoluer, que ce soit au-dessus des pistes, sur piste ou avec les autorisations des organisateurs, assez sécures. C'est arrivé aussi qu'on fasse des événements en pleine ville, pareil, avec autorisation, force locale, et ça nous permet vraiment de faire des prises de vue, des top shots, enfin, des belles prises de vue qu'on ne pourrait pas avoir sur du drone stabilisé. Mais par contre, pareil, deuxième télépilote, sécurité avant tout. C'est interdit de survoler les personnes, on les évite, on respecte la distance de sécurité des tiers, on se met dans des endroits vraiment safe et vraiment, c'est sécu. On ne va pas faire du tout ce qu'on ne sait pas faire. Joël en a parlé. On ne va pas risquer de faire quelque chose qui peut être très joli si on ne sait pas le faire. C'est soit on a fait quelques heures de simu pour répéter ce geste, mais sinon, on fait ce qu'on sait faire lorsqu'on est sur le terrain. Donc, tu parles de simulateur quand on démarre. Peux-tu donner un peu des références de temps à passer sur un simulateur? Ça va dépendre des personnes, j'imagine. Mais voilà, combien de temps il faut passer sur un simulateur avant de pouvoir voler?
Alors moi, personnellement, j'ai fait 45 heures de simu. Avant de faire mon premier vol, j'ai commencé traditionnellement avec les drones de chez eFlight, les Nazgul, qui sont là pour les débutants. Une télécommande déjà pour commencer, un simulateur. J'ai commencé avec Liftoff, c'est le plus connu. Maintenant, il y a beaucoup de simulateurs qui sont rentrés sur le marché. Et ça permet vraiment de se rendre compte si on veut se lancer dans le FPV. Parce que si au bout de 40 heures, 50 heures, on voit que finalement, on n'arrive pas à voler, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Donc, plutôt que d'investir encore de l'argent pour rien, et si on fait ses premiers vols et qu'on n'arrête pas de casser du matériel, ça va très vite vous agacer et vous coûter de l'argent. Donc, on arrête. Je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour piloter avec les jeux vidéo, les choses comme ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour. Autant qu'ils restent sur du drone stabilisé, ils vont économiser de l'argent. Mais effectivement, on peut trouver 4-5 simulateurs qui sont très bons aujourd'hui pour pouvoir s'entraîner et sans investir beaucoup d'argent. Le simulateur, maintenant, c'est entre 8 euros et 15 euros. C'est vraiment pas cher sur PC. Même avec des machines moyennes, ça passe. Super, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les besoins aujourd'hui là au niveau du pilotage, quels sont les besoins d'évolution et d'amélioration sur le FPV? C'est l'occasion aussi en tant que toi utilisateur et par rapport aux difficultés que tu rencontres dans la mise en œuvre des missions, de nous en tant que Fédé travailler. Donc, quel élément aujourd'hui, quelle piste d'amélioration tu pourrais mettre en avant? Qui est plus de personnes comme Flo qui permettent aux professionnels de vraiment rester dans le cadre de la réglementation, parce qu'il y a des choses qu'on sait faire en tant que pilote lorsqu'on s'investit, mais par exemple Flo de Wolf Drone Shop, il s'est spécialisé là-dedans et évidemment ça relève une grosse épine du pied quand on récupère un drone déjà monté qui sort de chez lui, on peut en parler, moi j'ai des petits racers, des choses comme ça qui sortent de chez lui, qui sont déjà équipés, qui sont prêts à voler. Ça nous évite toute cette partie-là de configuration et en plus, on reste dans la partie réglementaire. Aujourd'hui, DJI, ils font quand même des drones, mais qui sont pour l'instant encore axés sur le loisir. Je pense que ça va évoluer avec le temps. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, puisqu'ils sortent quand même des choses qu'ils veulent, qui respectent la réglementation, qui sont équipés de tout ce qu'ils peuvent avoir déjà sur les Mavic. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas fait pour les pros, puisque nous, on recherche vraiment une qualité d'image, quelque chose qu'on va livrer à des clients. Mais à voir, franchement, ça se développe. Donc, à voir ce qui va finir par sortir dans les prochaines années. Puisque maintenant, on en voit partout des flux FPV, que ce soit dans le cinéma et dans le loisir. Moi, j'ai proposé mes services aux particuliers en premier, ce qui est un marché un peu compliqué parce que, évidemment, on ne va pas brader nos prix. Mais ça permet aussi d'apporter des choses à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens professionnels d'avoir quelque chose de bien, mais de repartir avec des très beaux souvenirs qu'ils ne pourraient pas avoir ailleurs. Super, très bien. Je te remercie, Jonathan. Au plaisir. Je propose justement qu'on poursuive cette partie nécessité de pilotage et surtout formation, donc avec Patrice Rosier qui est cofondateur de Reflet du Monde. Patrice, je te laisse la main et le partage d'écran. Bonjour à tous. Alors du coup, donc voilà, donc en 2 mots, donc Reflet du Monde, en fait, on accompagne nos clients dans l'utilisation des drones et de A à Z grâce à 4 business units. Donc on travaille sur les formations, on a des formations dans 9 villes en France, on fait des prestations avec nos drones. On a donc dans l'audiovisuel, mais pas que, notamment dans d'autres secteurs comme l'agriculture. On est vendeur de matériel, peut-être que certains nous connaissent, donc sur la partie Aerial Shop, et on a également un bureau d'études où on développe nos propres outils et on fait des adaptations sur drone. Donc moi-même, je suis cofondateur, je suis ingénieur aéronautique de formation, je suis télépilote pro et formateur. Moi, j'ai commencé par l'aéromodélisme, donc ça a été assez naturel de faire du FPV pour nous. On en faisait déjà. Moi, j'en faisais déjà à titre perso avant d'avoir une activité professionnelle dans le drone. Et mes premiers vols en FPV remontent de 21 ans, puisque tout simplement à l'époque, j'ajoutais des micro-caméras sur des avions avant de le faire sur des multirotors.
Donc, voilà. Donc, j'essaye d'aller vite. C'est tout simplement là pour vous dire que Reflet du Monde, aujourd'hui, c'est 10 personnes. On est basé à Bordeaux. On existe depuis 2014 et donc on a ces différentes activités. Je passe vite volontairement, hein. On travaille avec pas mal de clients, des institutionnels depuis ces différentes années. Forcément, on a touché pas mal de monde. C'est très très varié. Voilà. Un résumé de ce que je disais avec les 9 sites de formation sur toute la France et là aussi des clients un peu connus, voilà, donc tout ce qui est RTE, DGA, etc. Mais et nos implantations. Donc, encore une fois, vu que c'est enregistré, vous pourrez faire des arrêts sur image. Je vais volontairement au fait sur la partie formation, donc avec le FPV. Donc d'abord l'intérêt de la labellisation par rapport aux formations. Donc je pense que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de centres de formation qui existent. C'est bien et c'est pas bien. Ça dépend à partir du moment où c'est structuré. Donc nous par exemple on a été les tout premiers dans toute la grande région Nouvelle-Aquitaine, également région Centre. Donc on fait partie des plus vieux centres de formation. Ce qui est surtout important, c'est que tous ces centres de formation soient bien structurés. Et je pense que justement la labellisation Fédération professionnelle du drone civil aide à ça. Donc c'est ce que nous on délivre, hein, notamment au niveau certification. C'est structuré parce que c'est fait selon un référentiel. Donc voilà, point par point, on est dans une méthodo très très spécifique. Je ne sais pas si à ce jour tout le monde a encore conscience de ces différences dans tous les centres dans tous les centres de formation, hein. Mais c'est important. Ça permet d'harmoniser les compétences et l'accession à tout ce savoir-faire lié au monde du drone. Et ça donne une meilleure lisibilité pour les élèves. Et nous, ce qu'on voit, et notamment par des gens, avec des clients qui sont passés par d'autres centres de formation qui n'étaient pas structurés, qui reviennent vers nous, qui veulent par exemple se spécialiser, notamment dans la FPV. Et en fait, on voit que y a des sujets qui ont été survolés, qui ne sont pas maîtrisés, souvent sur la réglementation. Et c'est aussi le cas, on le voit parfois dans la formation pratique. Donc voilà, nous, on passe du temps en formation pratique, c'est important, tout en expliquant aux gens que c'est comme une auto-école, on sort d'une formation, on sait conduire, mais on n'est pas pour autant pilote de rallye. Et donc, c'est le cas pour de la formation pro drone. Quand on a volé sur du Mavic, sur un Anafi, des choses comme ça, derrière, on n'est pas pilote FPV, on n'est pas pilote de racer et on ne va pas partir suivre du drift. Donc voilà. Donc, quelques mots du FPV en termes de demande. Alors nous, on voit qu'il y a une demande importante. Il y a beaucoup de télépilotes qui se disent « Bon, je sais faire voler un Mavic, maintenant j'aimerais bien faire du FPV ». Ça semble être une évolution logique pour tout ce qui est vidéo dynamique avec du suivi d'objets, du suivi de cible. Et c'est notamment le cas dans les sports mécaniques, donc on l'avait vu avec les interventions précédentes. Ça donne des images dynamiques et voilà, et c'est très intéressant encore une fois pour suivre, encore une fois, du rallye, du karting, du jet ski, du bateau de course et j'en passe. On voit que ça concerne quand même essentiellement le monde audiovisuel, hein, c'est aussi le reflet des intervenants juste avant. Donc nous on le voit parce qu'on ne travaille pas que dans l'audiovisuel, on travaille, je vous disais, dans l'agriculture, dans le monde industriel, etc. Donc c'est très axé audiovisuel. On voit aussi un net intérêt du monde du loisir, notamment de tous les gens qui viennent du monde du FPV ou de l'aéromodélisme plus largement, hein. Je rappelle qu'un multirotor utilisé dans un cas de loisir, ça s'appelle de l'aéromodélisme, alors qu'utilisé dans le monde pro, ça devient un drone. Et forcément, ça donne envie au loisir, quelque part, de se professionnaliser. Et voilà, ça s'est vu avec des top pilotes qui progressivement se sont mis à faire du professionnel, hein, ou qu'on va chercher dans ce monde-là. Alors, quel débouché à l'issue de la formation? Parce que je ne l'ai pas dit, mais donc je n'ai pas trop détaillé, mais vous l'avez compris, nous, on délivre des formations FPV. Ça a été le cas, par exemple, à un des cadreurs de l'émission Koh-Lanta qui était venu chez nous pour se former et qu'on a vu petit à petit se spécialiser dans le FPV.
Et on voit ces images dynamiques arriver dans ce type de production, hein, essentiellement sur au moins la dernière saison, celle d'avant peut-être pas. Mais voilà, on voit que le FPV a fait son entrée donc à la vue du grand public dans des émissions nationalement connues. Voilà, bon, on a vu arriver ça, je le répète, sur tout ce qui est sport mécanique. Donc, tout à l'heure, on a cité Benoît Fink, qui est assez connu dans ce milieu-là, qui a fait des superbes images du Mont-Saint-Michel. Mais pour revenir au sport mécanique, on voit aussi beaucoup de choses avec Johnny FPV, donc plutôt américain, hein, et d'autres, avec aussi des fabricants qui relayent beaucoup ce genre de vidéos. Donc je pense à iFlight, je pense à Team Black Sheep, à des marques comme ça. Et après, nous-mêmes, on l'utilise sur des prestations, alors avec des visites immersives, plus pour de l'institutionnel que de la course automobile, hein. Mais voilà, donc j'ai mis quelques liens, je ne sais pas si vous aurez le temps de cliquer dessus, mais vous pouvez voir ce genre d'image. En tout cas, c'est clair qu'il y a des débouchés assez spécifiques avec l'audiovisuel, comme je le disais juste avant. Mais après, pourquoi pas suivre des entraînements de professionnels de la course automobile, hein, puisque on sait que dans le sport, le drone intéresse aussi pour filmer les entraînements et corriger des défauts ou faire ce genre de choses. Alors, ce qui change dans l'apprentissage du FPV par rapport à nos formations classiques, quand on va former sur du drone stabilisé, clairement, les compétences en pilotage, elles sont accrues. Alors ça vole vite, donc il y a moins le droit à l'erreur. Et puis la stabilisation, soit elle est inexistante, soit elle est là, mais elle aide uniquement à maintenir un drone, à faire du maintien d'attitude en fait. Et donc ça perturbe complètement des gens qui ont piloté que du vol stabilisé. Donc il faut bien comprendre ça, hein, que c'est très différent. Et c'est pour ça que le simulateur de vol, qui a été aussi évoqué par ailleurs, est complètement indispensable. Là-dedans, des gens qui ont une pratique de l'aéromodélisme, qui sont plus habitués à moins de stabilisation, ils vont être avantagés, très clairement. Et après, là aussi, d'un point de vue technique, il y a des connaissances qui sont complètement différentes. On peut acheter du drone sur étagère, mais on va vite comprendre au premier crash qu'il faut savoir bricoler. Et donc, très clairement, nous, on forme au montage, on forme au paramétrage et à la maintenance, parce que ça fait partie de la vie normale et logique de ce type de drone en FPV. Voilà, donc c'est des choses que nous, on sait faire. On a dans nos équipes des gens qui sont issus de plein de milieux différents, à la fois de l'audiovisuel pur et dur, mais aussi de la technique pure et dure. Voilà, exemple, on accueille en ce moment chez nous Kylian Rousseau, qui est un des top pilotes mondiaux, le seul pilote français, par exemple, à la DRL, hein, donc la Drone Racing League américaine. Donc voilà, en tout cas, des connaissances différentes par rapport à un drone qu'on achète sur étagère, qui est stabilisé et qu'on renvoie chez DJ pour le SAV. Donc après, nous, on a structuré des programmes. J'espère qu'ils seront à terme labellisés, parce que ce n'est pas encore le cas, en tout cas pour nous. Du coup, sur la théorie, forcément, on rentre dans la technique, on va voir l'architecture technique d'un drone. On va bien entendu travailler sur la réglementation et toutes ses spécificités. Et donc voilà. Et après, sur toute la partie pratique, forcément, on commence par du simulateur de vol, mais on le faisait déjà sur la formation au drone stabilisé. Mais là, on incite vraiment en expliquant et en montrant les différents outils que c'est absolument indispensable. On travaille sur le montage et le paramétrage de drones. Et après, on y va crescendo au niveau de la manipulation des drones réels, en partant sur du petit drone FPV indoor. Donc, tout à l'heure, on parlait de TwoSpeak, c'est ce genre de choses. Ensuite, on cède en fait des nouveautés côté DJ et drones du coup stabilisés, qui sont à mi-chemin entre le drone classique stabilisé et le drone FPV, qui sont donc le DJ FPV et l'Avatar. Et après, on travaille sur des racers FPV qui ont été modifiés pour être équipés en double commande. Donc ça, c'est des choses que nous, on met en place, c'est nos propres outils. Et voilà, donc un parcours vraiment dédié et spécifique, en abordant à la fois le monde de l'analogique, le monde du numérique, parce qu'il y a ces deux mondes qui cohabitent.
Et voilà. Donc, j'ai fait volontairement rapide pour ceux qui étaient un petit peu pressés. Mais il ne faut pas hésiter à revenir nous voir si vous avez des questions. On a pas mal de... on a tout ce qu'il faut pour répondre à vos interrogations, normalement. Et puis, le webinaire est enregistré. Vous pourrez récupérer, je pense, toutes ces images. Merci à vous et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci Patrice. Oui, effectivement, il y a tous les liens, c'est enregistré, donc on pourra les retrouver facilement. Et on ajoutera des liens dans l'article pour que ce soit un peu plus fluide. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci Joël d'avoir fait un peu l'intendance sur le chat. J'ai vu que tu répondais à pas mal de questions. Bon, pour conclure en 2-3 phrases, là, dans les participants, là, je sais qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout le FPV, il y en a qui connaissaient un petit peu, c'est mon cas, et puis certains d'autres sont spécialistes, donc c'est très bien. Moi, de mon regard, je vois que c'est quelque chose de nouveau, dans lequel il y a une très grande évolution, très rapide en termes de technologie, en termes de mécanique. Ça suit un petit peu l'évolution aussi des drones. De fait, ça nécessite d'être très réactif et de s'adapter, et aussi de s'adapter dans le contexte réglementaire pour faire en sorte que cette filière et cette spécialisation du FPV, en fait, ne se prennent pas les pieds dans le tapis à cause d'erreurs qui pourraient être faites de pilotage, d'accidents ou de manque de respect de réglementation. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos des youtubeurs ou autres tournées sur Internet. Je pense qu'il faut vraiment professionnaliser cette activité, se rapprocher des structures qui sont en place, que ce soit les centres de formation, les revendeurs, et puis les boîtes de prod et les télépilotes pro pour avoir des conseils plutôt que d'essayer de se lancer, de se faire ses armes soi-même, ce qui pourrait être très dommageable. Merci à tous les participants. Jérôme, je te laisse prendre la main pour faire le final. Et je remercie tout le monde et je vous souhaite encore une excellente année 2023 et beaucoup de projets à venir. À toi, Jérôme. Oui, bonjour pour ceux qui restent encore sur la fin. Je voulais juste, moi, je représente la communication auprès de la FPDC. Et voilà, je voulais juste vous tenir un petit mot pour vous dire que voilà, il y a du changement en tout cas au niveau du site, comme l'a dit un petit peu tout à l'heure Philippe. On essaye en tout cas d'augmenter, de créer du réseau justement entre nos adhérents. Donc voilà, si ça peut trouver en tout cas une motivation pour adhérer à notre fédération, c'est bien ça, c'est quelque part, c'est créer du réseau. Nous, derrière, c'est vrai qu'on essaye aussi de vous apporter du contenu, vous apporter des réponses, parce que comme vous voyez que la réglementation, c'est quand même très compliqué. Le monde du drone, il faut aussi avoir des connaissances. Donc voilà, on a des intervenants qui nous aident. Voilà, on vous dira juste que c'est vrai que pour nous aider, c'est vrai qu'on est bénévole, mais on a aussi besoin d'outils. Et c'est bien d'adhérer justement à notre fédération pour pouvoir nous aider et pour pouvoir aussi vous aider aussi quelque part, vous apporter du réseau et vous apporter du contenu. Et aussi, comme l'a dit aussi Philippe, parce que c'est vrai que la fédération, c'est aussi un ensemble de personnes, et on a aussi des personnes qui sont quand même aussi bien représentées au niveau européen. Donc voilà, donc les idées, si vous adhérez chez nous, vous serez quelque part dans ce tumulte, dans ce réseau, nous apporter des idées, vous faire bénéficier aussi des idées, et quelque part faire progresser ensemble quelque part le drone en France et aussi en Europe. Donc voilà, venez nous rejoindre. Voilà, sur ces mots, merci beaucoup, merci à nos participants et bonne fin de journée. Bonne soirée à tous. Merci à tous, au revoir.